cette seconde vidéo, je vous propose à nouveau de résumer d'un article publié par l'équipe de l'Université de Sydney, dirigée par Karen Jean. Cet article a été publié en 2011 dans le journal Clinical Anatomy. Je vous affiche ici le nom d'auteur principal, car je suis bien incapable de le prononcer correctement, et le titre de l'article est le suivant: A Comprehensive Analysis of Muscle Recruitment Patterns During Shoulder Flexion, an Electromyographic Study. Une manière de traduire en français pourrait être une analyse complète des schémas de recrutement musculaire lors de la flexion d'épaule, une étude électromyographique. L'équipe de Karen Jean a décidé de conduire ce travail de recherche car il est difficile de comparer les résultats des études précédentes sur l'activité des muscles lors de la flexion. En effet, elles sont trop différentes dans leur manière de rapporter des données, leurs procédures de normalisation ne sont pas claires, le niveau des charges utilisées n'est pas connu, et elles souffrent d'un manque d'analyse statistique. Au final, elles rapportent des résultats divergents et les auteurs de l'article que je vous présente aujourd'hui ont eu la volonté de clarifier la situation. L'objectif principal de l'étude était d'examiner les schémas de recrutement musculaire pendant le mouvement de flexion d'épaule dans le plan sagittal. Le but était de comparer l'activité des muscles qui mobilisent l'humérus et la scapula lors du mouvement de flexion et qui stabilisent l'articulation de l'épaule, de comparer leur schéma de recrutement, de déterminer le timing entre le début de l'activité musculaire et le début du mouvement de flexion, et de déterminer l'effet de l'ajout de charge sur des schémas de recrutement musculaire, puisque cette stratégie est souvent utilisée pour progresser en rééducation. L'étude a regroupé 15 participants de 28 ans de moyenne d'âge, avec un maximum à 47 ans, pour diminuer le risque de présence d'une déchirure de coiffe liée à l'âge parmi les sujets étudiés. Les mesures EMG ont été réalisées avec des électrodes de surface ou des électrodes intramusculaires en fonction de chaque muscle, selon un positionnement en lien avec des recommandations existantes préalablement publiées. Les conditions étaient donc similaires à l'étude que je vous ai présentée dans la première vidéo. La veille des mesures, les sujets étaient entraînés à effectuer le mouvement de flexion en 3 secondes pour la montée et 3 secondes pour la descente, et les forces maximales, la 1RM, étaient déterminées pour chacun. Le jour des mesures, le positionnement des électrodes était validé par la visualisation de l'activation des muscles ciblés lors de mouvements standardisés. Puis, le protocole Shoulder Normalization Test était utilisé avant les mesures EMG. Ce protocole consiste en 4 contractions isométriques qui permettent de préactiver les muscles et d'optimiser le résultat des mesures, comme cela a été démontré dans une étude précédente. Pour les mesures de l'activité des muscles de l'épaule lors du mouvement de flexion, le patient était positionné debout, le mouvement se faisait dans le plan sagittal et chaque sujet effectuait 2 répétitions sans charge additionnelle, puis à 20% et à 60% de sa 1RM. La plupart des muscles mesurés s'activent à 40% de leur niveau de contraction maximale volontaire lors de la flexion avec une charge additionnelle de 60% de la 1RM, à l'exception du deltoïde postérieur, du sous-scapulaire et du trapèze moyen, mais aussi du grand dorsal qui s'active moins fort. Les différences significatives d'activation entre les muscles enregistrés sont les suivantes. Les 3 chefs du deltoïde et le grand pectoral s'activaient tous plus fort que le grand dorsal, et le deltoïde antérieur s'activait plus que le deltoïde postérieur. Le supra et l'infraépineux présentaient un niveau d'activation identique, qui était toutefois plus important que celle du sous-scapulaire. Les niveaux d'activation du trapèze supérieur, du trapèze inférieur et du grand dentelé étaient similaires, et tous étaient plus importants que celui du trapèze moyen. Les schémas d'activation des muscles analysés étaient stables aux 3 niveaux de charge, sauf pour le sous-scapulaire et le trapèze moyen, et surtout pour le grand dorsal, pour qui ça variait de façon substantielle. Les schémas d'activation étaient donc similaires entre les muscles suivants: le supraépineux et l'infraépineux à tous les niveaux de charge,
le grand dentelé et tous les chefs du deltoïde et du trapèze à tous les niveaux de charge, le supraépineux, l'infraépineux et le grand pectoral pour le niveau de charge le plus élevé, à savoir 60% de la 1RM. Le timing d'activation était différent entre les muscles à tous les niveaux de charge. Ils ne se contractaient pas tous en même temps. Toutefois, le supraépineux et le deltoïde antérieur s'activaient simultanément. Et en cas d'ajout de charge additionnelle, à 20% et 60% de la 1RM, l'infraépineux s'activait également en même temps que le supraépineux et le deltoïde antérieur. Ces activations précédaient le début du mouvement. Nous ne sommes pas surpris de constater une activation importante du deltoïde antérieur et du grand pectoral pour ce mouvement de flexion. Pour expliquer l'activité du deltoïde moyen et du deltoïde postérieur, les auteurs rappellent que la flexion demandée devait se faire dans le plan sagittal et que ces muscles s'activent sans doute pour contrer la composante adductrice du grand pectoral. Cette théorie permet de comprendre pourquoi ces trois muscles présentaient des niveaux d'activité similaires. Le deltoïde antérieur était plus actif que le grand pectoral à partir de 90 degrés d'élévation. En effet, au-delà de 90 degrés, le chef sternal du grand pectoral va générer une force vers l'extension. Les muscles de la coiffe ne s'activent pas tous au même niveau d'intensité. La coiffe postérieure, représentée par le supraépineux et l'infraépineux, s'active plus que la coiffe antérieure, constituée par le sous-scapulaire. Cette constatation remet en question la théorie de coaptation de la gléno-humérale par la coiffe lors du mouvement d'élévation antérieure. Pour soutenir cette théorie, il faudrait une contraction de même intensité entre la coiffe antérieure et la coiffe postérieure. La proposition théorique nouvelle des auteurs pour expliquer cette constatation électromyographique est la suivante. La coiffe postérieure s'active plus fort pour empêcher la translation antérieure de la tête humérale, composante créée par la contraction du grand pectoral, tout comme les portions inférieures du sous-scapulaire et de l'infraépineux contre les forces de translation supérieure de la tête humérale créées par le deltoïde lors du mouvement d'abduction dans le plan de la scapula. Cette dernière théorie ayant vu le jour suite à des travaux de recherche antérieurs et publiés. Cette nouvelle théorie semble se renforcer car les schémas d'activation mesurés du grand pectoral, du supraépineux et de l'infraépineux sont similaires. Lorsque l'activité du premier augmente, celle des deux autres augmente également. De plus, les trois seuls muscles recrutés systématiquement avant le début du mouvement de flexion sont le supraépineux, l'infraépineux et le deltoïde antérieur. Ce qui confirmerait un peu plus le rôle stabilisateur de la coiffe postérieure pour ce mouvement de flexion. La contraction du deltoïde antérieur permettrait sans doute de contrer la composante de rotation externe générée par la coiffe postérieure afin de maintenir une position de rotation neutre pour le début du mouvement de flexion. Le trapèze supérieur, le trapèze inférieur et le grand dentelé, tous des muscles thoraco-scapulaires, ont un niveau d'activité similaire, peu importe la charge. Leur niveau d'activité correspond également au niveau d'activité du grand pectoral et du deltoïde antérieur. De plus, les schémas de recrutement des trois mêmes muscles thoraco-scapulaires cités précédemment étaient similaires à celui du deltoïde antérieur. Le grand dentelé était le seul muscle thoraco-scapulaire recruté avant le début du mouvement, mais seulement lorsque la charge était d'au moins 20% de la 1RM. Cette activation pré-mouvement survient peut-être pour maintenir la position de la scapula lors de la contraction des muscles de la coiffe et du deltoïde antérieur qui se produit également avant le mouvement. Les schémas d'activation des différents muscles ne changent pas avec l'augmentation de la charge. Ce résultat correspond à ceux retrouvés dans d'autres études évaluant l'activité des muscles au cours de différents mouvements. Nous l'avons déjà vu lors de la vidéo 1. Il semble donc que les schémas moteurs des muscles de l'épaule ne varient pas de manière significative avec la charge. Voici ce que nous pouvons retenir de cet article. Chez le sujet sain, lors du mouvement de flexion d'épaule, les muscles de la coiffe ne se contractent pas pour coapter et stabiliser l'articulation gléno-humérale pendant que les muscles superficiels produisent le mouvement. La coiffe antérieure s'active beaucoup moins que la coiffe postérieure,
ce qui traduirait un rôle de résistance à la composante de translation antérieure de la tête humérale jouée par la coiffe postérieure. En cas de déficit d'activation ou de manque de force de ces muscles, la translation pourrait alors être mal contrôlée et il pourrait alors se produire une translation plus importante de la tête humérale, appliquant de ce fait des contraintes excessives sur les tissus alentours et potentiellement générateur de symptômes. La contraction des muscles de la coiffe postérieure semble même devoir se produire avant le début du mouvement, ce qui leur permet sans doute de mieux contrôler la translation antérieure dès le début de la mobilisation de l'articulation par les contractions du grand pectoral et du deltoïde antérieur. Une autre étude publiée par l'équipe de Karen Jean également a constaté le même phénomène pour le mouvement d'extension, avec une activité accrue cette fois-ci de la coiffe antérieure. Je vous invite à aller la consulter en cliquant sur le lien disponible en dessous de cette vidéo, mais également à explorer l'ensemble des travaux de ces chercheurs qui ont révolutionné notre compréhension du fonctionnement biomécanique de l'épaule. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés pour découvrir ces données directement avec Karen Jean elle-même, je vous invite à vous inscrire à son cours qui se déroulera en préambule du Paris Shoulder Summit 2019, en espérant qu'il reste encore des places au moment où vous visionnerez cette vidéo. Je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo.